déidé, Elvus, et Elvus veut dire la terre, le monde en gallois. Et donc, albio, c'était le sens, c'est pas du tout, ça ne veut pas du tout dire blanc comme albus en latin. Alors, ça peut être une référence au monde lumineux, hein, exactement comme Sviet, qui veut dire la lumière en russe, ça veut aussi dire le monde. Alors, il y a eu un article très important de Wolfgang Mann sur cette affaire, sur les rois du monde. J'ai un peu spéculé aussi là-dessus après, à propos de Biturix, Albiorix et Dumnorix. Et je crois que le mot albio veut dire le monde d'en haut. Alors, revenons à notre Mars, ex-albio-X. Wix, c'est le dernier segment du mot, hein, c'est au singulier et au masculin, ce qu'on appelle un nom athématique, exactement comme les Lemowiques, les Ebourowiques, les Ordowiques. Wix, ce n'est pas du tout le village, Wix, c'est combattre. C'est une racine wake qui veut dire, dans un certain nombre de langues indo-européennes, qui veut dire combattre, vaincre. Hein. Alors, avec un affixe nasal, winco, en latin, wincere, le latin utilise cette racine avec un affixe nasal, ça fait wincere, mais chez les Celtes, comme chez les Germains ou chez les Baltes, cette racine est utilisée pour dire combattre. Donc, ex albio wix, c'est le dieu qui combat du haut du ciel. Hein, ce qui va très bien pour un Mars qui jette son foudre, probablement. Et donc, voilà ce qu'on arrive à récupérer quand on analyse un nom. Mais évidemment, il faut comprendre ses limites. On ne va pas aller beaucoup plus loin. On va pas avoir des histoires, des étiologies, des légendes, des interactions entre les dieux, comme si on avait l'Iliade ou le Veda, si vous voulez. On fait avec ce qu'on a. On a des noms, ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors, je vous disais en entrée qu'il y a beaucoup de noms de dieux qui sont aussi des noms de personnes physiques. Hein. Biturix, que vous connaissez avec les Biturigues, les rois du monde, ou les toujours rois, c'est aussi à la fois un nom de dieu, c'est un nom qu'on retrouve, c'est un nom de potier. Hein. Et on a des potiers qui s'appellent Biturix sur des tessères, enfin bon, il y en a tout un paquet. Camoulos, pareil, Camulus sous la forme latine. Alors, Camoulos, je crois que c'est un Mars Camulus. Et puis, on a plein de Camulus dans les inscriptions de Gaulois qui s'appellent Camoulos. Et Camoulos, je pense que ça veut dire champion, hein, tout simplement. C'est fait sur alors, on a le même mot Kouval en irlandais qui veut dire le gars qui s'active. Ça veut aussi dire, au féminin, ça veut dire la servante ou l'esclave même. C'est-à-dire, c'est un mot qui est fait sur une racine kem, kam, qui veut dire s'activer, se donner de la peine. Et Camoulos, c'est quelqu'un c'est un champion, tout ça. Moi, je suis à peu près convaincu qu'on fait une bonne traduction en disant champion. Epona, je n'en parlerai pas beaucoup, vous la connaissez par cœur, c'est une déesse, sinon une déesse jument, une maîtresse des juments, parce qu'avec le suffixe na, hein, ce n'est pas nécessairement une jument, c'est plutôt une patronne ou une maîtresse des juments. Et puis, on a aussi des dames, il y a Éponine, vous avez entendu parler de ou des Gauloises qui s'appellent Epona. Pareil. Okelos, éminence, alors ça, on ne le trouve pas en France, on le trouve pas dans les Gaules proprement dit, on le trouve en Espagne et en Bretagne, ça veut dire le sommet, l'éminence, la pointe. On le retrouve aussi dans la toponymie. Et c'est à la fois un dieu et c'est un nom de personne et c'est un nom toponymique. Tritia, je ne sais plus où cette déesse, si vous voulez, je peux vous retrouver le nom, mais Tritia, c'est très évidemment la troisième. C'est une déesse dans une énumération, dont on n'a pas nécessairement le nom. Hein. Tritia, c'est la troisième, et si j'ai le temps, j'en parlerai un petit peu après. Les noms sont très souples, très variables, parfois allusifs, parfois cachés, parfois tus, et Tritia, c'était la troisième déesse, mais il est sûr qu'elle avait d'autres noms. Hein. Et
En conclusion de tout ça, il y a une tradition indo-européenne qu'on retrouve chez les Grecs et chez les Indiens, en sanskrit, qui est le fait que les Grecs, les dieux sont qualifiés par, je crois que c'est Homère, mais à vérifier, Homère ou Hésiode, et par les auteurs du Veda, de personnes ayant plusieurs noms, au nombre nom. Polyu-onumoi pour les Grecs, Purunaaman pour les Indiens, les Sanskrits, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes formats de noms, et les dieux sont décrits comme ayant plusieurs noms. C'est très intéressant parce que les noms peuvent changer, et dans les sociétés polythéistes, où effectivement il y a différentes tensions entre ces dieux qui interagissent un peu comme une société humaine, ils ont aussi plusieurs désignations, et ça c'est très intéressant, mais évidemment ça ne nous facilite pas la tâche, parce que ce qu'on aimerait, c'est savoir comment s'appelle le nom de le dieu de machin, le dieu de chose, celui de la guerre, celui de l'amour, celui du droit, celui des voleurs, tout ça. Mais ils ont plusieurs noms, ils en ont beaucoup. Et évidemment, ça pose souvent un problème pour comprendre qui ils sont et ce qu'ils font. Alors, je vous avais donné quelques exemples, mais on va y aller très rapidement parce que ça demanderait une analyse pour chaque nom à chaque fois. Bon, ça, Rigone Métis, si vous le voyez, c'est un dieu de Grande-Bretagne, de Bretagne. Il est très facile à comprendre. Hein. Rigos, évidemment, c'est la souche, le thème Rig, roi royal, et Némétis, c'est le sanctuaire, donc celui du sanctuaire royal. Ça ne vous dit pas grand-chose non plus sur ce qu'il est en plus que ça, mais c'est déjà quelque chose. Orgenos, ça c'est dans le nord de l'Italie, c'est un tueur. Hein, c'est la racine org, qu'on retrouve en irlandais, orgiat en breton, je crois. C'est un tueur. Hein, c'est bon, voilà. Tarvos Trigaranus, ça vous connaissez par cœur, c'est le fameux taureau aux 3 grues des nautes parisiaques qui sont à Paris, sur un pilier, où est sculpté un taureau sur la tête duquel on voit une grue. On voit 3 grues, pardon. Donc là, on ne peut pas le louper. Trigaranus, c'est les 3 grues. Tarvos, c'est le taureau. Quelle est sa fonction? Moi, j'en ai pas de certitude absolue, même s'il y a des gens très subtils qui nous expliquent que tout ça est du mésilien, enfin, il y a des fonctions de ceci ou de cela. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que c'est un taureau aux 3 grues. Voilà. Solitumaros, qui procure de grands bénéfices. Ça, c'était probablement un dieu, je dirais des marchands, des gens qui font du commerce. Alors ça, c'est une proposition de Pierre-Yves Lambert, et je crois qu'il a raison. Solitus, ça a à voir avec le gain, le profit tiré, le gain qu'on tire du commerce. Hein. C'est la même origine que to sell en anglais. Salia ou Celia en anglo-saxon. Et donc là, la forme fléchie, solitu, c'est le dieu qui procure de grands bénéfices. Je pense que Lambert a raison avec cette analyse. Alors, ex-kingo rigatis, je vais faire plus rapidement. Attaquant royal. Bon, rig, c'est toujours le fameux, toujours le roi. Yati, c'est le suffixe. Et ex-kingo, c'est l'attaquant. Hein. Donc, vous avez un dieu qui s'appelle l'attaquant royal. Pourquoi pas? Alors, tout ça, ça pourrait s'expliquer si on avait la mythologie, bien sûr, si on avait les histoires des dieux et des déesses. Mais on ne l'a pas. On peut simplement savoir comment il s'appelle. Ambia Marqué, ça c'est aussi un dieu un peu inquiétant parce que c'est un dieu qui a les regards alentour. Ambi, ça vous le savez tout de suite, c'est le en allemand, ou c'est le préfixe indo-européen qui veut dire autour. Et Amarke, Amark en irlandais, qui veut dire le regard, la vue jetée quelque part. Et Ambiamarke, c'est une déesse donc
ou sont des déesses, je ne sais plus si c'est un singulier. Là, je vous les mets au pluriel, latin, mais ce sont des déesses qui ont donc qui voient loin et qui voient beaucoup. Ça, c'est une des caractéristiques des dieux, et en particulier, pas uniquement celtiques. Voilà, c'est Ambi Amarkai, c'est une inscription de Cologne qu'on a découverte en 81. Alors, au datif pluriel, Ambi Amarkis. Les dieux sont souvent, voient tout, voient loin, et ont la main aussi qui va très loin, qui peut tout toucher. Aophanias. Aophanias, ça, c'est des divinités de Rhénanie. Ce sont des divinités qui sont invoquées très souvent par des soldats par définition qui sont… vous voyez, ce sont les Aophaniées, elles sont essentiellement, elles sont à Bonn. Alors, il y en a quelques-unes à Mayence, aussi à Jülich, mais la plupart des inscriptions des Aophaniées, alors au datif, Matronis Aophaniabus ou Aophanis, sont à Bonn et à Cologne. Alors, j'ai proposé une étymologie. Alors, les Allemands nous disent, ça, ils font des trucs très complexes pour expliquer ça par le germanique, en disant que ce sont des déesses germaniques. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que ce sont des déesses celtiques. Et quand je vous dis les Allemands, parce que je vais regarder ce que dit l'excellente Corinna Schöngraber sur les Aophaniées, et je suis sûr, alors je ne vais pas lire tout son truc, mais je suis sûr. Ah oui, elle a des explications. Alors, elle suit ce que dit Moore, ce que disait Philipsen, ce que disait ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des étymologies avec l'allemand. Fagno, Awio, enfin, c'est des trucs qui sont Au, Fagnos, Freigebirge, Mutter, des trucs qui sont absolument pas convaincants, si vous voulez, au plan étymologique. Alors, moi, je propose que c'est un théonyme gaulois celtique. Je l'ai remis en gaulois avec le S à la fin, je n'ai pas mis à Aophanier. Et je pense qu'il faut l'analyser comme Apospania, ou Spania. Apo, c'est le privatif, alors ça c'est bien documenté, on sait. Et Spen, c'est un des noms du saint féminin dans les langues celtiques, signé parce que Spud en irlandais, signé, et figné dans les langues britanniques, et on le retrouve dans toutes les langues de la famille indo-européenne sous des formes différentes. Et moi, je pense que les apos, alors Spud, feu en celtique de Belgique, enfin de Belgica, du nord de l'Europe, apo c'est sang, et les Aophanias, ce sont, je pense, très probablement des déesses sans sein, exactement comme le disent les Amazones du grec. Amazones, c'est avec le A privatif, mazon, qui veut dire le sein. Ce sont des déesses, alors ce sont des déesses guerrières, et probablement des déesses qui étaient invoquées par le soldat qui va au combat, si vous voulez, et qui avaient un goût particulier ou une confiance particulière dans ces déesses, qui étaient des déesses combattantes et des déesses sans sein. Vous savez que les Amazones sont décrites, alors au moins elles se brûlaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc, ce que disait, ça fascinait, ça les Amazones ont toujours fasciné les Grecs et les Anciens en général. Elles continuent à nous fasciner parce qu'on ne sait pas trop si c'est une légende ou s'il y a eu des femmes guerrières, mais pour la chose qui nous intéresse maintenant, c'est que les Aophaniés qu'on a dans la zone rhénane, pour moi, c'est des sans-seins, c'est des Amazones, ce sont des déesses guerrières. Voilà, on en sait. Alors, c'est purement linguistique, c'est purement étymologique. Si un jour on voit une Aophania, je ne sais pas, avec son arc, et puis on voit passer ça, je ne sais pas, comme une Amazone, à mon avis, mon étymologie sera prouvée.
mais je crois que c'est tout simplement plausible. Bon, rapidement, Artio, ça vous connaissez, les Deae Artioni audatif. L'ours, hein, on voit une dame assise vers laquelle se dirige un ours. Donc, c'est une maîtresse des ours. Facile, ça. On ne sait pas du tout ce qu'elle faisait, hein, mais on sait que c'est une maîtresse des ours. C'est déjà pas mal. El Wantios, ça, c'est une inscription aussi qui a été analysée par le jeune, mais qui n'a pas fait d'étymologie. Il a simplement analysé la syntaxe de l'inscription. Et j'ai proposé que El Wantios, c'était un mot qu'on pouvait reconstruire comme Pelu Pontios. Alors, Pelu, ça existe, c'est île en irlandais, hein, qui veut dire beaucoup, et pollu en grec, c'est un vieux mot indo-européen. Et Pontios, c'est le chemin, ce qui a donné notre pont, mais au départ, ça veut dire le chemin, le passage au départ. Hein. Et on a un dieu dans le Rig Veda qui s'appelle Purupanta, qui a de nombreux chemins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dieu qui a de nombreux chemins? Eh bien, Enrico Campanile, le grand linguiste, le grand celtisant Enrico Campanile, malheureusement qui est parti, qui nous a il y a quelques années maintenant, hein, il a analysé qu'est-ce que ça veut dire que ce dieu qui a de nombreux chemins. Il analyse des rituels védiques et il montre que c'est les chemins par lesquels les dieux viennent assister au sacrifice. Quand il y a un sacrifice, il y a donc une méthodologie pour faire venir le dieu, et ce dieu, et c'est le travail du prêtre, si vous voulez, ce dieu vient par des chemins qu'il faut connaître ou qu'il faut ouvrir, et Purupanta, c'est donc celui qui a de nombreux chemins pour assister. Voilà. Je vous conseille vraiment de lire Campanile, c'est un type génial, hein, génial. Il trouve des trucs, quoi, tout simplement. Il y a des gens qui ne trouvent jamais rien toute leur vie. Lui, il trouve des trucs. Et puis, en plus de ça, il trouve des trucs qui sont, à mon avis, importants. Alors, je finis avec ma petite liste. Menmandoutia, ça, c'est alors, auditif pluriel, Menmandoutis, ce sont des divinités du sud de la France. Menman, ça c'est un vieux mot indo-européen, Manman en sanskrit, on le retrouve dans des Menme en irlandais, on le retrouve dans pas mal de langues. Bon, c'est la racine men qui veut dire penser, hein. Et dans certains cas, je pense que ça veut dire la prière. Il y a eu un bouquin qui est paru il y a 2 ans sur le concept de prière en indo-européen, et on montrait que ça tournait entre la demande et la pensée. Hein. Et donc, Menman Doutia. Alors, Doutia, c'est le même élément de composé que vous avez dans le mot sacerdos en latin, hein, qui veut dire le prêtre. Hein, celui qui pose, dos, c'est la racine D, celui qui pose les sacras, c'est-à-dire les opérations sacrées. Menman Doutia, alors qui exauce, j'ai mis qui exauce parce que ça se comprend mieux, ce sont probablement des déesses qui exaucent les prières. Alors, je finis avec Urobrogai, je vais vous lire en latin, là, je l'ai remis en celtique, en gaulois. Uroikas, alors Urobrogai sont à Carpentras, Uroikas, le V disparaît à Rogne, pas loin de Carpentras, ça c'est à 20 ou 30 km de Carpentras. Uro, c'est le roc, hein. Auerrock, le roc, c'est un emprunt à l'allemand. Uro de Auer en allemand, mais c'est un mot qui était commun, je pense, au celtique et au germanique, qui est passé au latin urus, mais qui était compris comme un mot, c'était pas un mot indigène. Hein. Les latins pensaient bien que c'était ou gaulois ou germain, enfin ils ne savaient pas trop, c'était un mot barbare. Brog, c'est le pays. Donc, je pense que les Urobrogai, c'est à qui est faite une dédicace, ce sont des divinités du pays des Aurochs. Et Urowikas, alors on a toujours le V entre 2 consonnes disparaît, entre 2 voyelles disparaît, le W disparaît très souvent en gaulois. Hein, vous avez Doiros qui vient de Doiros. Là, on a Urowikas qui donne Uroikas, Uroike. Et ce sont, là encore, les combattantes de l'Auroch, ou les combattantes à l'Auroch. Voilà. Donc, moi, je pense avoir compris un certain nombre de... Merde, excusez-moi. Où est-ce que j'ai mis
Voilà, il est là. Je l'avais perdu parce que voilà. Oui, il n'y a plus vraiment beaucoup de temps. Hein. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, il faut inclure dans les noms de divinités les noms de fleuves et de rivières qui, dans la pensée antique, sont des personnes animées. C'est-à-dire que Sequana, la Seine, Saukona, la Saône, Isara, l'Isère, ainsi de suite, sont d'abord et avant tout des déesses, hein, avant des fleuves ou des rivières. Hein, à qui on fait des dédicaces. Il y a des dédicaces pour telle rivière. Ça nous paraît étonnant, mais c'est comme ça. C'était des personnes animées dont on pouvait espérer un bénéfice quand on leur faisait une dédicace. Alors, il y a une dernière chose qui me paraît importante, c'est les dieux, les noms de dieux qui sont dans la toponymie et qu'on peut déceler si on fait une analyse assez fine de ces noms, alors que les noms eux-mêmes ne sont pas attestés. J'ai un chapitre dans mon bouquin, Les noms des Gaulois, là, qui a été un recueil de tout ce que j'avais publié il y a 20 ans, et j'avais un chapitre sur précisément ce qu'on appelle les formations nasales. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, si vous prenez Besançon, qui est attesté dans une inscription de Besançon à Wesontio, et Wesontio, c'est le nom qui est donné par les anciens, donc Wesontio, Wesontionis, hein, donc ce qu'on appelle un thème nasal. Et on a dans cette inscription une dédicace qui est faite à Wesontis Mars. Et ça, j'ai trouvé une récurrence de ces noms de dieux qui donne un nom de lieu sur une dérivation en nasal. Hein, vous avez un Sanctius Deus attesté à Miltenberg, et vous avez un Sanctionem Oppidum, là aussi, dérivation en nasal. Donc, alors, quand on a le dieu, bon, d'accord, c'est très bien, mais quand on n'a pas le dieu, on a simplement le toponyme. On peut, en analysant le toponyme, réinstituer, retrouver un nom de dieu qui n'est donné nulle part ailleurs. Alors, je passe là-dessus. J'ai un chapitre là-dessus dans mon bouquin, si ça vous intéresse. Vous pouvez y aller. Voilà. Écoutez, je finis en disant simplement que ce que vous fait ressentir, c'est qu'il y a une très grande souplesse, une très grande mobilité de la nomination. C'était vrai pour les hommes, c'était vrai pour les dieux. Les dieux avaient plusieurs noms. Ils pouvaient changer de dieu, changer de nom, à mon avis, d'une région à une autre, mais c'était le même dieu, pratiquement avec la même fonction. Hein. Donc une très grande souplesse qui a favorisé l'interprétation romaine, ou l'interpretatio romana, comme on dit, et qui a aussi favorisé la traduction par les Gaulois, la traduction en latin de leur nom gaulois. Hein. Ça ne les gênait pas. Hein. Puis ils étaient, enfin, ça ne les gênait pas. Je dirais, quand la romanisation s'est faite, ils ont continué à adorer leur Dieu, même s'il y avait le christianisme qui pointait son nez. Et très souvent, ils ont traduit leur Dieu gaulois avec un nom latin. Vous avez des sous-léviers dont on a un certain nombre de dédicaces qui veulent dire les bonnes conductrices. Hein. Sous, bon, lévia, Lewis en gallois. Hein, vous retrouvez le même mot en gallois. Donc les sous-lévias, c'est les bonnes conductrices. Et on trouve des dédicaces aux gubernatrices, vous voyez, en latin. C'est les mêmes, hein, bien sûr. Mais là, ils se sont dit, bon, allez, on va le dire en latin. Vous avez un Mars Boudenicus et on trouve ailleurs un Mars Militaris. Hein. Alors, c'est très pratique pour traduire, parce que Boudenicus, on sait que c'est une dérivation en co d'un mot boudina qui veut dire la troupe, l'armée, mais là, c'est carrément, ils ont traduit Militaris. Hein, voilà. D'accord, quoi. Alors, holototai matres qui deviennent des matres omnium gentium, de tous les peuples. Hein. Voilà, écoutez, je crois que j'ai à peu près fini. J'aurais voulu vous parler du formulaire latin ces expressions qui finissent toujours les phrases. Donum dedit a fait un don, votum soluit libas merito, s'est acquitté de son vœu volontiers et à bon droit.
ex voto, ça vous comprenez, dédicavit à dédicacé. On a peut-être une ou deux traductions en gaulois, hein. Probablement VSLM, moi je pense c'est Bratu Decantem, le formulaire Bratu Decantem qu'on a essentiellement en gallo-grec dans le sud de la France. Et puis Dédicavit, c'est probablement Yeuru. On a aussi plusieurs, c'est un verbe qu'on peut analyser, mais globalement, toutes ces inscriptions sont en latin, mais il reste les noms propres. Hein. C'est vrai pour les dieux, c'est vrai pour d'autres noms. Un nom de personne. Voilà, j'ai fini. Hein, si vous avez des choses à me faire préciser, n'hésitez pas. Pour ce passionnant exposé. Alors, j'ai repéré, donc il y a 3 questions. Que sait-on réellement en analysant les sources archéologiques, épigraphiques et textuelles? Que sait-on donc de la présence celtique à l'est du Rhin et dans le sud de l'Allemagne après la conquête romaine de la Gaule? C'est une question qui était posée en avant exposé. D'accord. Alors, que sait-on de la présence à l'est du Rhin, c'est ça? Oui, c'est ça, en analysant donc les différentes sources identifiables actuelles. On sait beaucoup de choses. On sait que d'abord, c'est l'endroit d'où viennent les Celtes. Vous avez entendu parler de Hallstatt et de l'Athènes. Alors, il y a plein de théories qui mettent ça en cause à l'heure actuelle, mais qui ne tiennent pas la route, à mon avis, hein, qui voudraient que les Celtes ont toujours existé sur l'Atlantique. Il y a en particulier un excellent scholar anglais qui s'appelle John Cook, ça s'écrit Koch, hein, c'est K-O-C-H, qui a fait toute une théorie sur le fait que et puis là, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, Facing the Atlantic. Il y a un certain nombre de bouquins chez les Anglais qui voudraient dénier le fait que les Celtes viennent d'Europe centrale. Je dirais que d'ailleurs, comme tous les Indo-Européens, les Italiques viennent d'Europe centrale, les Vénètes, enfin tout ce que vous voulez. Alors, on va pas parler des Indo-Européens, parce que les Indo-Européens, ils viennent probablement plus à l'Est, mais c'est sûr qu'à mon avis, il y a eu quand même une zone de formation des Celtes qui a été l'Europe centrale. Et ce qu'on sait, de toute façon, c'est ce que nous disent les auteurs anciens, c'est que les Celtes étaient là et qu'ils ont été chassés par les Germains. En particulier, ils ont été chassés de la forêt hercynienne et ainsi de suite. Et tout ça est dit par les auteurs anciens. Et puis, il y a surtout une chose, à mon avis, bon, parce que c'est un petit peu ma matière, si vous voulez, qui est totalement déterminante, c'est que les noms des gens et des lieux, vous avez toute la Bavière, j'allais dire ce qu'on appelait autrefois la Pannonie, c'est-à-dire la Hongrie maintenant, hein, la Tchéquie, eh bien, ce sont des noms celtes. Je passe mon temps à scruter les recueils d'inscriptions latines d'Aquincum, c'est-à-dire de Budapest. Hein. Aquincum, c'est quand même très à l'est, la Pannonie. Et à Aquincum, vous avez un trésor de noms gaulois. Hein. Vous avez à Lagrouzinc, donc en Aquitaine, chez nous, j'allais dire, entre guillemets, chez nous, hein, ça ne veut rien dire, un Gaulois qui s'appelle Deprosagios. Traduction, c'est un cherche-bouffe. C'est un glouton. Sagios qui cherche, Depro, un débris en breton, Depro, la nourriture. Et vous retrouvez à Aquincum, en Pannonie, un Courmisagios. Lui, c'est de la bière qu'il cherche. C'est un cherche-bière. C'est les mêmes noms. Alors, moi, je plaide pour mon école, enfin, je veux dire, pour mon préau, qui est la linguistique, qui nous permet de dire beaucoup de choses. Alors, vous me direz, les noms, ça bouge, c'est comme les noms de potiers, les gens, bon, d'accord, mais les noms de lieux, vous avez plein de noms en Dunum, qui veut dire la forteresse. Alors, plein, vous savez, jusqu'à un certain niveau. Mais j'ai écrit un bouquin, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, là, qui est réédité en début d'année. Est-ce que vous voyez quelque chose, là, quand je vous montre là? Oui. Bon, les noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne, hein, je crois qu'il est reparu en début d'année. Mars 2021, c'est pas vieux. Hein. Donc, c'est un truc que j'ai beaucoup augmenté par rapport à la première édition.
Et je vous assure que là-dedans, il y a plein de noms en Pannonie, dans le norique. Le norique, c'est la Suisse, oui, c'est ça, c'est la Suisse occidentale. Noreia, il y avait un auteur latin, je crois que c'est Silius Italicus, disait que Noreia se trouve en Gaule. Bon, en fait, c'est en Suisse. Hein. Et puis, vous avez juste toute la Bavière où les noms sont celtiques. Les noms anciens, je veux dire, les noms de rivières, les noms d'établissements. La Vindelicie, c'est un nom tout à Windelicioi, c'est un nom tout à fait gaulois. Donc, alors, moi, je ne suis pas archéologue, hein, je ne peux vous donner aucun élément sur le sujet. Alors, je vous dirais, ne le prenez pas mal, mais non seulement je ne suis pas archéologue, mais c'est une science à laquelle je ne crois pas. Tout du moins, je ne crois pas à ces conclusions. Parce qu'on voit des archéologues, si vous voulez, qui défendent des théories très structurées, des thèses, et puis qui en changent complètement 20, 30 ou 40 ans après, ils nous disent exactement le contraire, avec autant d'assurance. Les linguistes, ils ne font pas ça, les linguistes. Les linguistes, ils travaillent sur les résultats des prédécesseurs, ils améliorent. La linguistique, c'est une vraie science. L'archéologie, c'est amusant. Alors, je dis, excusez-moi, mais c'est vrai que quand on trouve une tombe princière, hein, c'est génial, parce que c'est formidable de trouver des trucs comme ça. Mais de là à tirer des conclusions solides grâce à l'archéologie, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de titre de livre. Je viens de lire, il y a 6 mois, j'ai lu un bouquin sur le mercenariat celtique. Le mercenariat celtique. Et l'excellent auteur de ce bouquin tire des conclusions extraordinaires, mais très précises sur pourquoi le mercenariat celtique a existé, pourquoi il s'est développé vers la Méditerranée, et toutes les raisons économiques, sociologiques, alors que on n'a quasiment rien, si vous voulez. Il gamberge, alors il gamberge peut-être à juste titre, peut-être il a raison. Hein, il fait de la sociologie et de l'économie, de l'histoire politique, mais quelle est la solidité si ça se trouve, dans 20 ans, ils écriraient un bouquin sur les mercenaires en disant qu'ils n'ont jamais existé. Si vous voulez. Je m'excuse, je m'arrête là, parce que si vous me faites parler d'archéologie, je peux devenir désagréable. Donc, ça ne sert à rien. Bon, autre question. Y a-t-il des dieux qui ont des noms qui sont reliés à des montagnes sacrées, car en Irlande, les rivières et les montagnes étaient sacrées? Alors, est-ce qu'il y a des lieux où ça? Dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des montagnes en fait qui étaient des dieux, si j'ai bien compris votre raisonnement? Alors, les montagnes sont les lieux d'habitat des dieux. C'est là où ils habitent. Hein. Alors, de certains dieux. Mais ce n'est pas des dieux eux-mêmes. Mais n'importe quoi peut devenir une divinité, vous savez, dans les religions polythéistes. Alors, on a des noms de montagnes, des noms de monts qui sont là encore en général à l'animé, c'est assez intéressant. Mais on a plutôt des lieux qui sont considérés comme des lieux de résidence. Je pense au mont de Mock. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mont de Mock, je ne sais plus, est-ce que c'est en Côte d'Or Et on a des inscriptions en Moccus Mercurius. C'est le mercure sanglier, si vous voulez. Et le mont de Mock, c'était probablement le lieu de résidence de ce mercure sanglier ou de ce sanglier. Hein. Il y aura d'autres exemples, mais j'en ai pas comme ça à vous donner tout de suite. Les monts sont les lieux d'habitat des dieux, ça c'est certain. Une autre question, pensez-vous que certains noms de divinités celtes aient pu avoir une racine latine, par exemple Bellissama ou Belenos, ayant pu avoir la racine belle, la guerre, et à terme guerrier?
Non, elles ont des racines indo-européennes ou des racines celtiques ou ce sont des emprunts au latin. Mais on ne peut pas dire des racines latines, ça ne veut rien dire. Belle n'a probablement rien de Bellénos, de Bellinos, de Bellina, de Bellissama, n'a probablement rien à voir avec le bellus latin qui veut dire la guerre, hein, qui vient d'ailleurs de duellus. Le B latin vient de DW. Et donc, il faut faire très attention dans les correspondances qu'on essaie d'établir, de respecter les règles phonétiques sans lesquelles on peut dire à peu près n'importe quoi. Moi, je pense personnellement que la souche belle de Bellénos, Bellinos, Bellissama, Bellissama, c'est un superlatif. Hein. Donc, belle, c'est très probablement un qualificatif, un adjectif. Et je pense que belle, c'est la racine qu'on retrouve dans plusieurs langues indo-européennes. Balam en sanskrit, bel en latin, débilis, qui n'est pas fort. Balam, ça veut dire la force en sanskrit. Et je crois qu'il y a le russe à rajouter, boli, ou le slave, la majorité, la force. Donc, belle, pour moi, bellissima, c'est une très forte, une très puissante. Et ça n'a rien à voir avec le bellus latin. D'accord. Ensuite, il y a une autre question, laquelle une réponse a été apportée. Andarta et Adrastè sont-elles la même déesse et y a-t-il bien un rapport avec le nom de Lourdes? Lourdes, L''O-U-R-D. Alors, la réponse, c'est Adrastè dans sa forme originale. Attendez, je descends le curseur. Adrastè dans sa forme originale grecque est Andrastie, peut-être Andrastia. Je me demande si on peut comprendre ce mot par Anderastia, la très grande. Non. J'ai personnellement donné une étymologie de Adrastè, qui n'est pas grec du tout, qui est une racine celtique rad, qui veut dire parler. J'essaie de vous retrouver parce que j'ai un autre dictionnaire qui va sortir bientôt, j'espère. Alors, comme j'ai ce bandeau noir en haut, je ne peux plus rien cliquer. Voilà, si j'ai viré le bandeau. Adrastè, je vais vous dire ce que je dis de. Alors, rad, je vais à R. Et je pense qu'il s'agit d'une. Alors, ce n'est pas Adraste en l'occurrence, c'est Andrada. On a en Dacie une Andrada Bituvantis qui est accolée à des tas d'autres noms de femmes gauloises, celtiques. Et Andrada, Rada, c'est qui fait de grands discours. Hein. On a en irlandais un mot banrad qui veut dire discours de femme. En gros, Andrada, c'est une pipelette. Hein. Et alors, il y a aussi la forme rast, rasto, rasso, raxio. On a une divinité qui s'appelle Adrastia. Andrastè, d'après Dion Cassius, effectivement, en Grande-Bretagne. Et Andrastè, c'est and, vous connaissez, c'est le préfixe and qui veut dire très fort, un préfixe augmentatif. Rasta, c'est rad-ta, hein, les deux T au contact deviennent st. Et Andrastè, c'est très probablement une déesse qui fait des discours. Une déesse qui fait des discours. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? Un peu comme la Andrada en Dacie. On a le même préfixe, on a la même souche, le même thème verbal. Dans un cas, c'est Andrada, dans l'autre cas, c'est Andrasta. Voilà, un ça devient en grec, puisque Dion Cassius écrivait en grec. Et on a même un Adrexius que je propose dans mon dictionnaire, qui j'espère va paraître un jour, le tome 2, qui vient de Adrastos, c'est-à-dire probablement aussi un discoureux,
un type qui fait des discours. Hein, voilà. On a un Drastilla en Dacie, Korath à Vaison, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui font c'est un co-discoureur, si vous voulez. Hein. Ils étaient très axés sur les discours, les Gaulois. Et on a plein de mots et de noms qui parlent de cette façon dont ils avaient à parler. Et je crois que là encore, il faut revenir à l'étymologie et surtout à la souche, qui est rat. Rat, c'est un verbe que vous trouvez en irlandais et en gallois et qui veut dire parler ou dire. Alors, c'est vrai qu'il y a des assonances. Hein. Il y a des mots qui se ressemblent. J'ai fait une annexe donc, dans le tome 2 de mon dictionnaire de gaulois qui va sortir, je vous dis, j'espère l'année prochaine, une annexe de toutes les assonances, de tous les mots gaulois qu'on peut comprendre par l'onomastique qui peuvent avoir une interprétation latine ou grecque. Hein. Et ça, il y en a eu plein. Et le mot locus en latin, ça veut dire le lieu, comme vous le savez probablement. Locu en celtique, ça veut dire le lac. Hein. Donc, il y a eu des… magnus, ça veut dire grand en latin. Magno en celtique, ça veut dire le rocher, la pierre. Hein. Magnino, ça veut dire rocheux. Magninus, ça peut être un dérivé en latin, ainsi de suite. Voilà. Très bien, merci. Alors, en voyant le nom Tritia, cela me fait penser au Lugowes. Cela n'a peut-être rien à voir, mais est-ce que ce nom, donc la troisième, pourrait être une des trois facettes d'une même divinité, plutôt que d'un groupe de trois comme les trois matrones, trois facettes? Mais quelle divinité? Je ne veux pas. Je n'ai pas entendu. C'est une question sur est-ce que ça pourrait être en fait une facette d'une divinité, un Janus, si vous voulez, à trois faces. Mais qui pourrait être quoi? Peut-être s'agit-il des mères, des matrones. Alors, est-ce que les matrones sont souvent… Alors, si c'est ça votre question, les divinités, en particulier les mères, sont souvent par trois, effectivement. Et dans des tas de domaines. Vous avez, alors, mais c'est vrai aussi dans le monde indo-européen, vous avez, par exemple, chez les Nordiques, les trois Nornes, hein, le passé, le présent et le futur, le devenir, Verdandi, ce qui doit venir. Et je pense qu'il y avait des Nornes chez les Celtes aussi, probablement. C'est-à-dire en fait, des divinités, des parcs, quoi. Chez les Latins, c'est les parcs, parcae, et chez les Grecs, c'est les moirai, les divinités du destin. Et elles sont en général par trois. Hein. Alors, dans l'iconographie, alors là, il y a des gens plus compétents que moi qui pourraient vous répondre. Est-ce qu'on voit beaucoup de divinités celtiques représentées par groupe de trois? Je ne sais pas. C'est une récurrence intéressante. Ce trio de divinités qu'on aperçoit dans plusieurs cultures indo-européennes. Si je peux ajouter un mot, en général. Concernant les divinités féminines, on a le cas bien connu de la plaque du chaudron de Gundesdrup, où la déesse apparaît trois fois. C'est-à-dire qu'on a un buste frontal central de grande dimension, et on a la même déesse représentée en petit posée sur son épaule, et une troisième fois, la déesse se tenant sur l'autre épaule près de son oreille. Donc, c'est assez classique. Et je travaille actuellement avec Daniel Grécourt sur un document gallo-romain un peu spécial qui d'ailleurs a fait l'objet d'un travail récent de Philippe Jouette dans le bulletin des Amis des études celtiques, qui est le réputé Larère de Rezay. Et ce Larère de Rezay, qui est un rassemblement d'images autour de trois images féminines, un buste d'impératrice, mais qui, de plus grande taille que les deux autres images féminines, fait évidemment penser à une divinité souveraine sur toutes les impératrices. L'impératrice en question ne peut être qu'une
une Augusta divinisée de la période antonine précoce ou flavienne tardive, et 2 statuettes gallo-romaines qui l'accompagnent et qui ont chacune leur spécificité et beaucoup de signes astro-cosmiques les concernant. Je vous renvoie à l'article de Philippe Jouet. Donc, ce groupement de divinités féminines celtiques par 3 est parfaitement attesté, quand bien même on ne peut pas parler forcément de maîtresse dans ce cas-là, parce que les images montrent des divinités bien différenciées. Et on peut plutôt penser à 3 aspects d'une même déesse. Voilà, donc la 3e, dans ce cadre-là, la 3e, pourquoi pas, mais ça n'a de sens que par rapport à la 1re et à la 2e. Bon, moi, ce que je trouve très frappant, c'est cette récurrence des triades féminines. Alors, on connaît les 3 grâces, bon, c'est passé dans le vocabulaire courant, mais il y a quand même, une récurrence qui doit avoir un sens dont je ne suis pas tout à fait sûr. Dans le cas des nornes ou du destin, le passé, le présent, le futur, bon, c'est facile, hein, ça se comprend tout de suite. Mais il y en a d'autres. Il faudrait fouiller un petit peu, effectivement, dans les descriptions théologiques. Je ne sais pas si Dumézil a parlé des triades de divinité, mais j'ai plutôt l'impression que ce serait des divinités 3e fonction, mais j'en suis pas sûr du tout. Alors, remarque d'une internaute, là où elle habite, il y a la montagne des 7 lots. On dit les Sélos, les 7 lacs, mais en fait, personne ne semble savoir. Est-ce que cela pourrait être en fait l'Ocelos, donc l'éminence? Cela me semble plus plausible. Alors, j'entends pas très bien votre macro. Excusez-moi. Alors, donc là, c'est un commentaire. Oui, alors donc la montagne appelée des 7 lots, 7 chiffres lots LA8, on les appelle les Sélos dans la région, les 7 lacs, mais en fait, personne ne semble savoir l'origine du terme. Est-ce que cela pourrait être l'oslos, le terme que vous avez étudié, donc une éminence? Cela me semble plus plausible. Changer l'étymologie. Vous savez, c'est tout à fait possible. On peut absolument pas dire ça comme ça. Il faut voir les formes médiévales. Et la date des formes médiévales, quand vous faites de la toponymie, si vous utilisez des formes qui sont au-delà du 12e, 13e siècle, ça s'est déjà beaucoup dégradé. Si vous avez des formes 5, 6, 7e siècle, en gros l'époque de Grégoire de Tours, c'est déjà mieux, on peut commencer à spéculer et à faire des étymologies sérieuses. Avant, je veux dire, après, c'est un peu de la spéculation. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui ont été réinterprétés, parce qu'on a besoin de donner du sens à un nom de lieu. Et ce que dit cette dame, c'est Ocello, Ocello, ça peut être Uxello aussi, hein, ça veut dire l'éminence. Ursello, Ussel, qui a donné Ussel en France, chez nous. Il y a plusieurs possibilités, mais il faudrait voir les formes anciennes pour s'assurer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la réinterprétation parce qu'on a besoin de donner du sens à un lieu. Je vais vous donner un exemple que j'ai découvert et que je trouve tout à fait fascinant, parce qu'on le retrouve à la fois sur le continent et en Bretagne, sur ce qui correspond chez nous c'est plutôt un lieu-dit qu'un toponyme, qui s'appelle Croisille. On a plusieurs toponymes qui s'appellent Croisille. Et Croisille, ça vient d'un bas latin non attesté, Cruquilla. Cruquilla, la petite croix, en gros. Alors, on s'est tout de suite dit, bon, Croisille, c'est ou une croix chrétienne ou un carrefour. Et en fait, Cruquilla n'est pas, il y a Crux, Crucis qui est attesté en latin, mais pas Cruquilla. Et Cruquilla, c'est probablement la réinterprétation latine d'un mot celtique, Crauquilla, qui veut dire le petit tertre, la petite butte, la petite colline. Là. Un Crauco, ça veut dire la colline. Bon. Et vous retrouvez la même chose en Bretagne, dans les îles, avec le toponyme Churchill. Hein,
Churchill, qui a donné le nom à un politicien bien connu, mais qui est d'abord et avant tout un toponyme. Et Churchill, il est attesté chez les anglo-saxons au XIIe siècle comme Currichill. Et Currichill, c'est très probablement aussi en breton, donc en celtique, une Currichilla, une petite butte, une petite colline, qui a été réinterprétée d'abord par les Saxons, ensuite par les Anglais, enfin je veux dire dans l'évolution, et ça a fini par devenir une colline de l'église. Alors au départ, c'est simplement une petite terre, un petit but qui donne Croisille chez nous et Churchill en Grande-Bretagne. Vous avez la même chose. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est est-ce qu'il n'est pas avec nous, celui qui a trouvé la croix, là, le Marguerite. Vous avez plein de Sainte Marguerite, hein, de Margerie et de Margeride en France, qui sont curieusement en bordure de Pagousse, hein, du Pagousse qui était délimité, qu'on connaît un peu, qui délimitait le territoire d'un groupe de Gaulois. Et ces Margerides et ces Marguerites, Sainte Marguerite, ont été évidemment interprétées comme le nom de la sainte, hein, mais j'essaie de me rappeler l'auteur, ça me reviendra. Il a été proposé de façon tout à fait convaincante qu'il s'agit de la réinterprétation d'un Margaritu. Ritu, c'est le passage, hein, qui donne ré, ainsi de suite. Morga, la frontière. La frontière, oui, c'est ça, la frontière. Margaritu. Donc là, on a un passage de la frontière, puisque les différentes marguerites sont en bordure de territoire, qui a été réinterprétée en Marguerite, puis avec la christianisation en Sainte Marguerite. Je trouve ça assez amusant, mais c'est la règle absolue en toponymie, c'est que quand on ne comprend plus un lieu, on sait ce que ça sent, on le réinterprète et on lui donne du sens. On lui redonne du sens. Alors, votre affaire de pointe des 7 lacs, là, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Très bien. Alors, pour prolonger la question précédente, les oronymes et les hydronymes sont les plus anciennes traces linguistiques. Give me one second, yes. Peut-on se servir de cette couche linguistique ancienne pour faire de l'histoire des religions anciennes? Alors, l'Islande et les religions, oui, excusez-moi. Oui, ce n'est pas l'Islande. Pour prolonger la question précédente, les oronymes et les hydronymes sont les plus anciennes traces linguistiques. Peut-on se servir de cette couche linguistique ancienne pour faire de l'histoire des religions anciennes? Alors, l'histoire des religions, non. Mais vous avez toute une catégorie de savants en Allemagne, un peu en Angleterre, très peu en France, qui étudient l'histoire de l'Europe ancienne par le biais de l'hydronymie. Et alors, le grand fondateur de cette science, c'est un certain Hans Krahe, qui a écrit plein de bouquins sur les noms de fleuves et de rivières d'Europe, et qui montre que la structure et la forme de ces noms de rivières montrent que c'était déjà une langue indo-européenne très ancienne, mais différente de celle que nous connaissons, nous. En particulier, il y avait la fréquence du phonème A, si vous voulez. Hein, les noms Alma, Avanta, ainsi de suite. Vous avez Nicolas Hyssen en Grande-Bretagne qui a fait la même chose. Il a été suivi par Jürgen Udolf et quelques autres. Vous avez des gens qui essaient de démontrer qu'il y a une strate pré-celtique, indo-européenne, mais pas celtique. Hein, par exemple, il y a la préservation du P, ce qui est bien la preuve que ce n'est pas du celtique, qui permet éventuellement de dire là, il y a eu des populations indo-européennes qu'on ne connaît absolument pas, mais qui manifestement, vu
la récurrence des toponymes prouve qu'ils étaient là il y a très longtemps, probablement avant les Celtes, avant la Völkerwanderung, comme disent les Allemands, c'est-à-dire les migrations vers l'ouest. Mais c'est quand même, si vous voulez, c'est comme trouver des traces dans la chambre à bulles. Ça demande beaucoup de, c'est très spéculatif, à mon avis, très spéculatif. Mais il y a des choses quand même assez troublantes. En France, on a voulu, il y a toute une école de gens qui voyaient du ligure partout, dans le sud de la France. Ils voyaient du ligure. On ne sait pas du tout ce que c'est que le ligure. Et il y a même pire, il y a un certain nombre de chercheurs qui voyaient de l'illyrien partout. C'est-à-dire, dès qu'ils voyaient un mot qui n'était pas celtique, qui n'était pas latin, qui n'était pas germanique, mais qui semblait indo-européen, ils ont dit « Ah, ça c'est l'illyrien ». Et ils ont inventé toute une… alors, c'est Pokorny, le jeune Pokorny, parce que Pokorny que l'on connaît par son fameux dictionnaire, mais dans les années 30, Pokorny a fait toute une fixette sur l'illyrien, et il invente comme ça une population de l'Antiquité préclassique à laquelle il donne un nom. À partir du moment où on nomme quelque chose, c'est comme si cette chose existait. Et bien sûr qu'il n'y avait pas d'Illyriens. Il retrouve des Illyriens en Espagne et en Angleterre, Pokorny. Et il est évident qu'il n'y avait pas d'Illyriens ni en Espagne ni en Angleterre au tournant de notre ère. Donc, c'est des études qui sont intéressantes, mais qui donnent pas vraiment des certitudes, à mon avis. Autre question? Pardon. Le temple de Lanlef est-il un temple chrétien? Et le personnage peu lisible qu'on y voit en bas-relief avec une immense main a-t-il des chances d'être Lug l'Amphota, c'est-à-dire à la longue main? Quel temple? Le temple de Lanlef, mais je ne sais pas où c'est. Lanle2f. Moi non plus, je ne sais pas. C'est en Bretagne. Ouais. Merci. Ouais. Et moi, je pense que Lannes, c'est Lanlef. Lannes, c'est l'Ermitage en breton. Voilà. Et la rivière qui est proche de cette espèce d'édifice rond, effectivement un peu curieux, s'appelle actuellement, elle portait un autre nom autrefois, mais Lef. Donc Lanlef, ce serait l'Ermitage de la Lef. Surtout que la main, ça se dit lymphe, je crois, en breton. L-E-U-V nasal, là. C'est pas l'amphota, alors qui est effectivement à la main qui touche. Bon, mais honnêtement, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je peux pas avoir des choses utiles et efficaces, parce qu'on peut spéculer dans toutes les directions, surtout quand on utilise la toponymie. La toponymie, ça exige d'avoir les formes les plus anciennes. Et si vous n'avez… Autre question, quelle serait l'étymologie du nom de la rivière Dordogne? Peut-elle être également… Pardon. Alors, la Dordogne, je crois qu'on a son nom ancien, ça je peux vous le dire tout de suite, comment c'était donné par les anciens, ça ne ressemble pas trop à un mot analysable par le celtique, mais on a la Dor, la Doria, la Douar, le Dorjon. Dornonia, voilà, elle est attestée Dornonia au 8e siècle. Je vais vous donner la plus ancienne attestation, c'est Dordonia. Dorononia chez Grégoire de Tours. Forme contractée de Dorononia chez Grégoire de Tours et Duranius chez Sidoine Apollinaire. Donc tout ça, c'est quand même du premier millénaire. Alors, ça peut être celtique, oui, tout à fait. Ça peut être gaulois. Je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire.
je n'en sais rien. Douronia, ça doit vouloir dire probablement quelque chose. Oui, oui. Alors, l'internaute dit sur Internet concernant la Dordogne, on lit l'origine du nom provient du celte, Dur, Unna, signifiant eau rapide. Non, ça c'est du. Non. Dur, ça ne veut pas dire rapide, et Unna, c'est pas Unna, c'est Udna ou Onna. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'attestation de Grégor de Tours. Il faudrait que je me penche sur ce nom, mais il ne m'inspire absolument pas, si vous voulez. Le mot Dordogne. Le problème, c'est qu'on a les instruments de travail sur l'hydronymie en France sont très très mauvais. Le plus mauvais livre que vous ayez, c'est ça. C'est le dictionnaire étymologique des noms de lieux en France. Alors, Dosa, Deslandes, Rostin, c'est une catastrophe absolue. Et ils n'ont pas l'ombre du commencement, du début, d'une notion de ce que c'est que l'évolution phonétique, hein, qu'on appelle la linguistique. Je ne sais pas. Écoutez, on peut prendre les noms, je peux vous en donner plein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben, j'en pense rien. Je ne sais pas. J'allais dire, ma carrière de linguiste s'intéressant aux Gaulois, vous ne pouvez pas savoir la quantité de questions. Alors, avant Internet, c'était sur des feuilles écrites en tout petits caractères très longs, de gens qui voulaient savoir quel était le sens de la rivière qui passait en bas de chez eux, et qui fourmillaient de théories d'ailleurs, et qui voulaient mon opinion. Je n'en ai pas. Si j'ai des certitudes, si je peux rapprocher un nom ou pas une racine, parce qu'avec les racines, on fait tout ce qu'on veut, mais au moins un thème avec des suffixes, de choses déjà connues, je peux vous dire, voilà, ça, c'est plutôt ça. Hein. Mais sinon, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de noms pour lesquels on n'a pas le début du commencement d'une idée de ce que ça voulait dire. Et surtout, quelle était la forme il y a 1000 ans, il y a 1000 ou 1500 ans, parce que sans ça, on fait presque rien. Il y a Stéphane Gendron qui parle d'une racine pré-celtique pour la Dordogne. Ah mais oui, mais ça, le pré-celtique, Voilà. le pré-indo-européen, encore mieux, il y a le pré-indo-européen. Toute cette région-là, alors là, vous avez aussi un autre livre catastrophique que je vais vous montrer, s'il est là. Ouais, il remonte jusqu'à Tite-Live, lui, quand même. Ah ben oui, mais attendez, la toponymie de la Provence, ça c'est Rostin. Rostin, il invente des racines pré-indo-européennes. Voilà, ça, je peux vous faire gagner de l'argent en vous disant de ne pas l'acheter. Il invente des racines pré-indo-européennes, trilitères, hein, et avec ça, il explique tout. Là, il y a une racine cob ou cop, hein, parce que ça peut être cob ou cop. Il y a, c'est absolument étonnant. Et les racines, les étymologies, ce qu'on appelle les Wurzeletymologie en allemand, c'est-à-dire avec les racines étymologiques, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. C'est pour ça que la toponymie est quelque chose d'assez complexe, parce qu'on est tout de suite pris dans des théories pour lesquelles on n'a aucun démenti, dans des spéculations, et tant qu'on ne reste pas sur le terrain solide qui est la phonétique, en fait, la phonétique historique. Hein. Si vous ne restez pas, par exemple, on sait que le toponyme en Acum, il a donné est en français du Nord, Ac en français du Sud et en français de l'Ouest. Il faut rester sur des trucs comme ça. Et moi, je vous ai donné quelques exemples avec Croisilles, par exemple, tout à l'heure, ou Marguerite, qui là, pour le coup, semble convaincant. Il y a aussi Ecoranda, dont on va parler, Aigurande, il y en a plein, Ivrande, les Ecoranda, il y en a plein en France. Alors, curieusement qu'en France, parce qu'on n'en a pas dans le nord de l'Italie, ni en Espagne, qui parlait aussi du celtique, hein, ni en Rhénanie, il n'y a pas d'Ecoranda en Rhénanie. Alors, Ecoranda, moi, j'ai proposé que ce soit la limite de bétail. Hein, Pécou, hein, le bétail.
Et donc, dans un pagous, là encore, on a affaire à un toponyme qui se trouve en limite de pagous, dans une frontière. Et là encore, il devait peut-être, quand on connaît le juridisme des Celtes, la possibilité qu'il y ait des limites de où l'on pouvait laisser paître le bétail. Et puis après, il était approprié si jamais il passait la limite. Et donc, on a des écourandins comme ça un peu partout en France. Bon, tout ça, ça reste du domaine du plausible. Mais c'est quand même beaucoup moins sûr que l'étymologie d'un nom qui soit d'un nom de l'époque. Hein. C'est-à-dire que les noms propres, les noms des Gaulois, on les connaît parce qu'ils nous sont rapportés par les Latins, mais ils sont de l'époque. Alors que les noms français d'aujourd'hui en toponymie, ça a été transformé en 2000 ans, ça a été transformé dans tous les sens possibles. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Bien, je vous remercie. C'est tout pour les questions. Il n'y en a pas d'autres qui apparaissent sur le chat. J'aurais une question peut-être pour finir. Peut-être que M. Delamarre peut nous dire dans quelle direction vont ses recherches en ce moment et qu'est-ce qu'il compte faire voilà, bientôt. Oh, écoutez, je fais toujours les mêmes choses, c'est-à-dire j'essaie de trouver des choses nouvelles dans le corpus des inscriptions latines, où ça a été très négligé par les celtisans pour une raison évidente, c'est qu'ils avaient à leur disposition des littératures médiévales très importantes, alors que le gaulois ne connaissait quasiment pas. Alors, on a quelques inscriptions, et puis surtout, depuis les années 70, on a pas mal d'inscriptions qui ont été analysées par Lambert et Fleuriot et quelques autres, mais c'est très peu finalement. Alors que le corpus des noms-personnes, alors on a parlé des noms de dieux, mais des noms-personnes et des noms de lieux de l'Antiquité est énorme de l'Europe ancienne. Et ces noms sont très souvent des noms celtiques. Je ne sais pas si vous connaissez le dictionnaire de Holder, hein, Altkeltischer Sprachschatz. Là, Altkeltischer Sprachschatz, c'est un truc extraordinaire. En 3 volumes, c'est un bibliothécaire, je ne sais plus de Bonn ou de Cologne, qui a passé toute sa vie à colliger tous les noms, qui n'étaient ni latins ni grecs. Bon, et pour lui, il considère qu'ils sont celtiques, mais il a souvent raison. Tout ça dans 3 volumes, et ça fait quand même, c'est très gros et très épais. Hein. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail d'analyse qui n'a pas encore été fait. Des noms propres. Alors, c'est ce que je m'attache à faire. Alors, comme vous allez voir, j'ai un petit article qui va apparaître dans l'Institut celtique sur les magiciennes, sur en fait, la souche Saino, qui veut dire la magie. Hein. J'en ai un autre, j'ai découvert à Lyon récemment sur une pierre une inscription, alors qui a été perdue, qui a été découverte au XVIIIe siècle. Et, le savant local a fait la transcription, mais l'inscription elle-même a été perdue et publiée dans l'année épigraphique il y a quelques années, et qui s'intitule DM, c'est-à-dire Dis Manibus Olcatriama Covolix Dinia Patrona, alors des sua pecunia dedit. Ça veut dire Dis Manibus, Odioman, Olcatriama, on ne sait pas ce que c'est que ce nom. Covolix, première fois qu'on voit un nom comme ça. Dinia Patrona, Patrona, on revient au latin. Dinia, c'est un nom, alors c'est Dinia la patronne. Et puis, des sua pecunia dedit a fait de son. À ses frais, a fait sculpter à ses frais, enfin, elle a fait la tombe à ses frais, parce que c'est une formule tout à fait latine, tout à fait romaine. Et si l'inscription elle-même, si le contexte sociologique de l'inscription est tout à fait latin et romain, les noms propres sont totalement gaulois. Olcatriama, je pense que Olca, on le sait, c'est louche, hein, c'est-à-dire le jardin, le terrain cultivé. Triama, c'est plus difficile à analyser, mais c'est ça, Romain Garnier qui m'avait donné une idée assez bonne. Il me dit, tu sais, il y a une pratique, ce qu'on appelle l'assolement triennal. C'est-à-dire qu'on laisse le terrain pendant 3 ans et puis on tourne comme ça.
Et l'assolement triennal, je me suis documenté dans la littérature spécialisée. C'est un truc, soi-disant, historiquement, aurait été qui remonte au Moyen-Âge. En fait, ça peut très bien remonter à ça peut être beaucoup plus vieux, et on pourrait avoir un Gaulois s'appelant Olcatriama, c'est-à-dire louche triennale, c'est ça que ça veut dire, dont le nom de fonction serait passé comme idionyme. Et alors, à côté, Kovolix, ça c'est beaucoup plus sûr, parce que Kovolix, c'est l'équivalent de Kirill en gallois, ça veut dire la compagne, la compagne de lit, celle Ko, wo, lig, leg, c'est le lit, c'est qui couche avec. On a la même formation en gallois et en irlandais. Donc, on a Audioman d'Olcatriema, douche triennale, et sa compagne, Digna patrona. Digna, din, c'est une souche qui veut dire la protéger, mettre à l'abri. Et Digna, c'est le nom de la patronne. Ils mettent patronat étant quasiment la traduction de Digna. Donc Digna, sa patronne, a fait à ses frères. Donc je fais des trucs comme ça. J'essaie d'analyser des inscriptions latines où il y a des noms qui ne sont pas latins, qui sont gaulois et que j'essaye d'étymologiser. J'avais fait la même chose dans l'édition précédente des études celtiques avec des inscriptions latines d'Afrique du Nord, ce coup-là, de Tunisie, de Maktar et de Douga, où il y avait des inscriptions funéraires sur des petits gars qui étaient morts à 7-8 ans et qui avaient été enterrés par leurs parents et qui avaient des noms gaulois. Magou Lipous, c'est le garçon. Lipous, c'est le garçon abandonné. Magou, c'est et Maporitu Lipous, le fils abandonné sur un passage. Ça, c'est la pratique de l'expositio, c'est-à-dire on laissait les enfants ou dans un temple ou sur une route pour qu'ils puissent être récupérés quand des gens passent. Et donc là, j'ai trouvé 2 noms gaulois, tout à fait gaulois, c'est en Tunisie maintenant, en Afrique du Nord, en Tunisie, qui montrent que il y a des Gaulois qui sont installés dans ces régions, qui ont continué à parler leur langue, puisque s'ils ont nommé 2 petits-enfants qu'ils ont trouvés par un nom gaulois, Magoulipous ou Mapolitulipous, c'est qu'ils parlaient leur langue. Sinon, ils leur appelaient Expositus. Exposito, ce que vous voulez. Donc voilà, je fais des choses comme ça, j'essaie de retrouver des noms. C'est ce qu'on peut faire avec le gaulois, parce que les noms veulent dire quelque chose, et comme ils veulent dire quelque chose, on peut les étymologiser et en sortir quelque chose. Voilà, et puis j'ai le tome 2 de celui-là qui, j'espère, va sortir l'année prochaine. Il faut absolument qu'il sorte. Il est terminé. Il sera un peu plus gros, et là, j'aurai les noms. Je mettrai tous les noms de dieux, les noms de personnes, les noms de rivières, enfin, une sélection pour que les gens puissent, qui ne sont pas très passionnés par la linguistique, puissent aller directement à un nom et éventuellement à la proposition de traduction que je fais. Sinon, ça, je vous l'ai montré. C'est les noms de dieux, c'est la 2e édition qui est parue en début d'année sur les non-lieux de l'Europe ancienne, non-lieux celtiques. C'est chez Actes Sud. Et oui, si, c'est aussi Actes Sud. Ça, c'est plus marrant. Enfin, moi, ça me fait marrer. Ça date de 1919. Ça s'appelle Une généalogie des mots. Une généalogie des mots. C'est un bouquin qui essaie de montrer le cheminement de l'Indo-européen au français moderne, en passant évidemment par le latin, le grec. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Non, il faut que je le mette comme ça. Vous avez d'un côté, vous avez le schéma généalogique. Ça, de quel mot il s'agit là? Équos, voilà, le cheval équos. Et de l'autre, sur la page de gauche, vous avez la notice explicative, et qui se veut le moins technique possible pour ceux que la linguistique barbe.
Et ça, voilà, c'est que ça se veut quand même une introduction un peu à la linguistique historique. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. Et maintenant, je me concentre sur des articles un peu techniques. J'ai fini le tome 2 du nouveau dictionnaire de gaulois. On attend que la mise en page veuille bien démarrer. J'en dis pas plus, parce que ce n'est pas moi qui fais la mise en page. Je crois que pour revenir à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'analyse des noms propres, il y a encore énormément de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut des bonnes volontés, il faut des gens qui ont une formation linguistique, bien sûr, parce que sans formation, on peut dire les gens partent dans n'importe quelle direction et disent n'importe quoi. Et c'est une formation qui est complexe parce que faire du gaulois, c'est une langue qui a disparu, qui n'est quasiment pas attestée, qu'on ne connaît que par les interactions qu'elle a eues avec les langues qu'on connaît, c'est-à-dire les langues classiques. Donc, il faut d'abord être un classiciste, bien connaître le latin et le grec. Ça, c'est indispensable. Sinon, ce n'est pas la peine de faire du gaulois. Il faut évidemment être un celtisant, c'est-à-dire comprendre et connaître quelles sont les évolutions phonétiques, les sens, les mots de cette famille linguistique indo-européenne qui s'appelle le celtique. Et donc, ça veut dire dans la pratique connaître pas parler couramment, on n'a pas besoin, hein, mais connaître la phonologie de l'irlandais et du gallois, pour l'essentiel. Hein. Bon, breton, cornique, mais c'est le gallois, la langue essentielle, et le vieil irlandais ou le moyen irlandais pour l'autre langue celtique. Donc ça aussi, c'est très rare. On a des tas de gens qui se passionnent pour le celtique, pour les mythologies, et même pour les textes mythologiques ou juridiques, pour ceux qui aiment le droit. Mais les gens qui connaissent la linguistique, il y en a très peu, très très peu. Et même en France, si vous voulez. Et la linguistique historique, j'entends. Bon. Donc, classiciste, celtisant, ça me paraît indispensable. Il faut aussi être indo-européaniste, c'est-à-dire ne pas connaître que les langues classiques et le celtique, parce qu'indo-européaniste, il faut avoir fait du lituanien, connaître un peu le sanskrit, plus qu'un peu même, ou l'avestique, avoir, je pense, au moins une teinture des autres langues, hein, des langues baltes ou slaves, ou germaniques, bien sûr, hein, de l'islandais ou du gothique, parce que c'est avec ces langues qu'on peut trouver des corrélats dans le celtique. Et si vous ne les connaissez pas, vous ne trouverez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, donc il faut une formation d'indo-européaniste. 3. Et je dirais 4, il faut une formation de romaniste. Et les romanistes, ça ne veut pas dire latiniste ou classiciste. Romaniste, c'est une formation très particulière qui consiste à étudier à partir du latin, du bas latin, du latin terminal, enfin d'empire, jusqu'à nos jours dans les différentes langues, des évolutions phonétiques. Parce qu'on trouve dans les langues romanes d'Europe, enfin du sud ou du centre de l'Europe, encore beaucoup de mots gaulois qui sont passés dans ces langues, particulièrement dans les langues, les petites langues comme le romanche, le frioulan, le provençal, enfin le provençal n'est pas une petite langue, mais ce sont des langues qui sont plus utilisées, si vous voulez, quasiment. Et ces langues ont incorporé beaucoup de mots gaulois. Donc il faut connaître la phonologie des langues romanes, hein, pour essayer de retrouver, si on veut, des langues, des mots gaulois dans ce corpus de langues romanes. Voilà, vous voyez, ça fait 4 formations. Donc, c'est quand même assez rare. Vous avez des gens qui sont, en général, ils ont fait l'école normale, ils ont fait du latin grec, celtique, ils ne connaissent pas. Ils connaissent un tout petit peu l'indo-européen, parce qu'on est obligé d'en faire quand même. Et les langues romanes, non, ils s'en foutent. Vous avez des romanistes qui ont fait du latin par définition, mais le grec et les autres langues, et puis l'indo-européen, ils ne connaissent pas. Celtique, n'en parle pas, c'est un truc de prolo, le celtique. Et ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas des gens qui ont ces 4 formations sans lesquelles vous ne pouvez pas commencer à percevoir ce que c'était que le gaulois, le celtique. Et donc, j'avais pensé à un moment essayer de former une petite équipe de jeunes là, à rue d'Ulm, et puis j'ai eu un AVC il y a 2 ans.
fois un peu moins. Ça m'a fatigué. Je ne sais même pas si j'arriverai à remonter au point cette équipe. On verra. On verra. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je voudrais bien faire quelques petites remarques, si c'est possible, pour Xavier Delamarre. Vous m'entendez ou pas? Je vous entends. Oui. Ah, d'accord, oui. Alors, pour les noms de hauteur, on en a parlé tout à l'heure, les divinités liées aux hauteurs. On pourrait penser à Arduina, hein, les Ardennes. Bien On sûr. pourrait penser aux Vosges, Voségos. On pourrait penser également à Brigindona, qui a été priée sur la hauteur de Montmélian à Meursault en Côte d'Or. On pourrait penser à Wintius également, qui a été prié à Vence et qui était lié à une racine Swento qu'on retrouve ici liée au Baou qui entoure le site. Et puis Vence, c'est sur une colline. Voilà. Pour Margarita, l'auteur, eh bien, c'est Pierre-Henri Billy. Voilà. J'ai repris, d'ailleurs, j'ai publié un travail sur les frontières des peuples gaulois et j'analyse plus de 50 Margarita en montrant que tous les 50 sont placés sur des frontières. Oui. Non, Donc, mais ça, c'est très convaincant. C'est très convaincant. On n'a pas convaincu tous les celtisans, mais ça je viendra. trouve... Ça Ouais, viendra. ouais. Ça... Non, non, Alors, mais c'est également, je voudrais lier à ce qui a été dit sur Margarita à propos des dieux, Ocello et Uxello. Ocello et Uxello, tels que je les analyse en tout cas, ne renvoient pas à des dieux de la hauteur, mais à des dieux qui sont haut placés dans un territoire. des dieux c'est-à-dire éminents. qui sont sur une frontière. Ils sont haut placés dans le territoire. Ils sont au bout du territoire. Oui. Vous avez une région de France qui s'appelle les Hauts-de-France. Il n'y a pas de hauteur dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire Hauts-de-France? Ça veut dire que, eh bien, on est au bout du territoire. Donc, j'ai analysé plus de 300 noms de lieux issus de ce thème Uxo et 20 divinités celtiques. Toutes les 20 divinités celtiques, je montre qu'elles sont toutes sur des hauteurs, mais pas forcément sur des hauteurs, toutes sur des frontières. Vous avez même des dieux qui se retrouvent en pleine plaine, mais qui sont à l'extrémité d'un territoire. Donc, les dieux comme Uxellus et bien d'autres sont en fait des dieux qui étaient sur les frontières et non pas des dieux qui étaient sur les hauteurs. Il en va de même en Angleterre avec Okello qui correspond à des limites de territoire. Et puis je voudrais dire que la théonymie, pour dernière remarque également, c'est un domaine extrêmement vaste. Alors on peut tous travailler là-dessus. Dans leur répertoire des dieux gaulois, Juffer et Luginbul en ont relevé 2200. Plus de 2000, c'est une masse énorme. Et il y a une part d'incertitude gigantesque, évidemment, qui demeure. On a parlé, par exemple, de Bélénos, mais Bélénos, on peut l'interpréter de nombreuses ou d'assez nombreuses façons, finalement. Oui, ça peut être un dieu puissant, comme vous l'avez bien montré, mais pour d'autres… Bélénos, pour moi, c'est un maître de la puissance, de la force. Voilà, No, le suffixe no de domination théonymique et belli en composition ou dérivation. D'autres auteurs… Je ne crois pas du tout aux autres théories. Enfin bon. Voilà, Patricia de Bernardo Stempel, dont on a parlé tout à l'heure, le relie au thème Gjuel, qui voudrait dire goûter, jaillir, et ce serait un dieu des sources, ce qu'on retrouverait dans le nom. J'adore Patricia, mais je suis convaincu à simplement 10% de ces étymologies. Oui, c'est pour montrer simplement qu'il y a finalement de nombreuses solutions, et je ne parle pas de tous ceux qui ont également trouvé que Bélénos, ça pouvait être le lumineux, le brillant. C'est aussi une autre théorie. Je veux dire que… C'est la première, c'est la plus ancienne. L'idée que les dieux soient brillants ou solaires, oui, on n'arrive pas à s'en défaire de ça. La plus récente, c'est celle de Bernardo Stempel, le dieu des sources.
et elle est appuyée également par d'autres auteurs. Donc, je veux dire par là que je ne privilégie pas une solution par rapport à une autre ici. Votre solution est bonne également, mais je veux dire qu'il y a plusieurs hypothèses. On en reste finalement pour pas mal de noms à un stade des hypothèses, il faut bien le dire. Et donc, on a beaucoup de travail encore à faire pour convaincre. Hein. Je dirais que non, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Le travail étymologique est, comme je dis, une étymologie est affectée d'un coefficient de probabilité. Il y a des étymologies qui sont quand même très sûres, à peu près. Hein. Si vous dites Rix, que c'est le roi, c'est quand même très probable. Hein. Bon, 90%. Et puis, vous avez, ça peut descendre, et vous avez des étymologies qui sont probables, qui sont possibles, et puis d'autres qui sont pas probables du tout. C'est d'ailleurs, c'est mieux quand c'est pas probable parce que ça permet d'éliminer. Mais il reste effectivement. Alors, qu'est-ce qui pourra améliorer notre approche de la compréhension de l'onomastique? C'est parfois des traductions. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de digna patrona. Digna patrona, c'est la traduction d'igna. J'en suis à peu près certain. Et là, on approche d'une quasi-certitude. Vous avez la même chose en Bretagne où il y a une inscription où il y a un voteporix et juste après protectoris. Protectoris, c'est voteporigi, c'est au génitif. Voteporix, protectoris, c'est la traduction de voteporix. Donc voilà, on peut trouver de nouvelles inscriptions et je crois quand même qu'il y a un travail de comparaison. Il y a des étymologies qui sont moins convaincantes. Mais alors, c'est vrai que c'est très souvent personnel. Hein. Moi, je vous dis que la théorie de Billy sur Margaritou me convainc tout à fait. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Voilà. Mais je prends un autre exemple. On a parlé de Vézantio et de la déesse donc Vézantis, enfin Vézante parce que la terminaison ne l'a pas. Vous l'interprétez comme relié au thème européen ouest printemps. Pour Dauzat, c'était ouest la montagne. Pour Pierre-Henri Billy, c'était un radical ouest coulé. Donc, on a une palette extrêmement large. Oui, non, mais c'est faux, ça. Hein, je suis désolé. Oui. Wesson, on le retrouve en celtique médiéval. Enfin, Wesson, c'est une racine indo-européenne très connue. Oui. Alors que couler West, c'est du Wurzel étymologie, ça ne vaut rien, ça. Non, non. Alors, moi je retiens une autre hypothèse. Alors, je vous la donne également pour ce qu'elle est. C'est un Gaulois Weiss tourné, courbé. La cité est dans un méandre du Doubs. César insiste sur le fait que la rivière a comme fait un dessin tracé au compas. Et donc, on peut avoir cette idée de cours d'eau qui a fait une courbe, d'où le nom de la localité et de la divinité qui peut en être issue. Parce que ça peut arriver qu'un nom de localité génère un nom de divinité. Ce n'est pas toujours dans le même sens. Et c'est difficile parfois, c'est le problème de l'éponymat. On ne sait pas toujours si c'est la localité qui a fait naître le nom du dieu ou le nom du dieu qui a fait naître le nom de la localité. Donc là aussi, les choses ne sont pas aussi fixées que cela. Il y a des tendances. Il y a des tendances. Les tendances, en particulier dans la civilisation celtique, est une civilisation très individualiste, très individuelle, je pense. Le fait que ce sont des noms de personnes qui donnent des noms de lieux ou des noms institutionnels, hein, que ce soit des... Enfin, vous connaissez bien le sujet. Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense avoir retrouvé un certain nombre de noms de dieux dans des toponymes qui sont avec un suffixe nasal, c'est comme ça. Bon.
hein, à Ballot, à Vallon, à Ballot. On n'a pas le dieu, mais par contre, dans le cas de Wesontis dont vous parliez tout à l'heure, on a le dieu. Dans le cas de Wesontio, toponyme en nasal, on a la divinité, le Genio, dans l'inscription, il est collé de Genio Wesontis. Genius Wesontis. Mais ce peut être le dieu de la courbe de la rivière. Non. Ça, c'est de la toponymie descriptive. Je n'y crois absolument pas. Tous les toponymiques le nom du dieu. Ils ont spéculé à perte de vue sur le lieu qu'ils voyaient, en disant « Oh, c'est un rocher, donc ça doit vouloir dire rocher. Oh, c'est une rivière, ça doit vouloir dire rivière. Oh, c'est une plaine, ça doit vouloir dire plaine. » Mais ils n'étaient pas si cons que ça, les Celtes, quand même. Les Celtes, ils nommaient les lieux en fonction ou d'événements politiques ou religieux, ou, alors, politique, c'est-à-dire aussi la propriété personnelle de quelqu'un. Mais s'imaginer que les toponymes sont des simples panneaux descriptifs de l'environnement, ça, c'est une erreur absolue, à mon avis. C'est ce que je pense. Oui. Ça se voit, ça se voit. Regardez, Margaritou, c'est un toponyme politique. C'est le passage de la frontière. C'est ça qui est très bon dans la chose de Bibi. Pour Vesontio, je vous cite quand même César, disant du Doubs, il entoure la place presque entière d'un cercle qu'on dirait tracé au compas. Oui, mais c'est pas pour ça que ça va vouloir dire donner le nom du toponyme. Oui, mais c'est pas pour ça. Il se peut c'est quand comme même... de dire un rocher, regardez, c'est un rocher. Donc le nom veut dire rocher. C'est dément. C'est faux. C'est absolument faux. Ça, j'en suis sûr. Et tous les toponymistes qui ne sont pas linguistes dans la plupart des cas, dans le meilleur des cas, ils sont un peu latinistes, ils disent ça vient un rocher, c'est un rocher, il y a une rivière, ça veut dire, donc ce mot-là, ça veut dire la rivière, il y a une plaine, donc ça veut dire la plaine. Et ça, on est sûr de se tromper. Quand vous avez une interprétation, oh là, il voit des rochers, il voit des rivières, il voit des courbes. Là, c'est pas bon. Vous êtes à peu près certain que c'est pas bon. Je pense qu'il y a quand même des toponymes qui sont fonction parfois d'un rapport à la rivière ou à une hauteur. Ce n'est pas des cas très courants, mais ça peut se produire quand même. Non, mais que la rivière ou l'endroit ait une qualité spéciale, d'accord, mais qu'elle soit décrite en termes comme le fameux Rostin, en termes généraux pour dire c'est des rivières ou c'est des… Ça ne tient pas debout. Ça ne tient absolument pas debout. Non, mais je veux dire, un nom de Dieu, vous l'avez dit et vous avez raison, il a un sens. Alors il faut lui trouver un sens. Vous lui avez trouvé pour Besançon, Wesontio, le sens de printemps. Bon, c'est un sens. Ça c'est secondaire. C'est secondaire, peut-être. Vous le reliez à ce sens-là, en tout cas. Et bien d'autres le relient. Oui, mais ce qui est important, c'est que le toponyme est dérivé lui-même du théonyme. On a le théonyme Wesontis et le toponyme Wesontio. Si on met ça en bon gaulois, ça fait Wesontis, Wesontiu, avec un ou final de nominatif singulier de thème nasal. C'est ça qui est important. Et d'où le dieu est dérivé. Alors après, l'étymologie du dieu. Alors, est-ce que c'est un dieu printanier? Pourquoi pas? C'est une proposition. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas important. Et si c'était un dieu de la rivière, pourquoi pas? Quoi? Et si c'était un dieu de la rivière, pourquoi pas? Mais non. Ils s'en foutent des dieux de la rivière, les Celtes. Ah bon? Les Gaulois. Non, c'était un non. C'est Quana? Sukona? Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Saukona, oui, Saukona. Mais là, c'est différent. J'ai une proposition à laquelle je crois à 50%. Là aussi, c'est fait… Mais on ne va pas parler de la Saude parce que c'est assez compliqué. C'est un nom de rivière qui est, je pense, qui est fait sur des noms d'arbres. Très souvent, les noms de rivières sont faits sur des noms d'arbres. Est-ce que c'est les arbres qui longeaient la rivière, ainsi de suite? Bon, Ouko, je pense Ouk, c'est le pin, hein, qui a donné Ouketia, Ouzès, ainsi de suite. Souko, des bons pins. Bon. Mais ça, je suis d'accord, ce sont des possibilités. Mais vouloir ancrer
Glanis, aglanum, les glanicae, Oui, oui, liés à l'eau. bien sûr, bien sûr. Mais c'est la pure, la rivière pure. Exactement, voilà, c'est ça. Donc il y Oui. a bien des cas où des dieux peuvent être liés à l'eau. C'est pas les dieux qui sont. Oui, mais bien sûr qu'ils sont liés à l'eau, c'est évident. Ah oui. Les eaux, les rivières sont des dieux. Ouais, Ils voilà. ne sont pas liés. Ce sont des dieux. Oui. Hein. Mais Les donc, rivières, elles sont d'ailleurs au neutre. Pardon, elles sont à l'animé, au masculin ou au féminin. Elles ne sont pas au neutre, très, très, très rarement. Donc, ce sont des personnes. Alors, vous avez, c'est comme Nemaosos, c'est le dieu. Nemaoson, c'est le lieu. Et vous en avez plein. Vous avez la ville de Grand, c'est Granum, je crois, au neutre. Et le dieu Granus, bien sûr. Hein, bien sûr qu'ils sont liés. Ils sont liés, mais ça ne veut pas dire. Alors, vous voulez dire que les matres Glanicae sont les mères de la rivière. Oui, mais ça, c'est pas gênant, ça. C'est pas gênant. non. Pourquoi pas? Rhénos également, le dieu du Rhin, le dieu du flot. Son nom, le nom de ce dieu est lié à un nom hydronymique, de sens hydronymique. Il n'est pas lié, c'est la même chose. Le Oui, Rhin, c'est un dieu. très bien. C'est la même chose, mais dans le cas de Uesantio, ça peut être lié également à l'eau. C'est une hypothèse, je ne dis pas plus. Je veux dire, vous avez montré l'hypothèse du printemps. Très bien. Non, mais si vous voulez, on a tellement souffert. Il y a peut-être un rapport dans ce cas précis avec l'eau, c'est tout. Besançon étant dans une courbe d'eau extrêmement fermée de façon très caractéristique, si caractéristique que César lui-même le remarque. Oui, mais je suis d'accord. Il peut remarquer que. Il y a un rapport possible. Peut-être que les Gaulois, eux aussi, ils ont été frappés par ça. C'est ce qu'on appelle une préférence personnelle. Vous pouvez croire oui, bien une sûr. description physique d'un lieu donne le nom systématiquement, le nom de ce lieu. Je dis que non, c'est pas du tout la généralité. C'est plutôt. Je pense systématiser du tout. Je veux dire, dans ce cas précis, vous dites c'est lié au printemps. Moi, je dis ça peut être lié aussi. Je dis ça, c'est une hypothèse. Oui, mais c'est pas ça qui est important. Non, mais c'est là où vous ne voyez pas. C'est que c'est pas la description qui est importante. Vous voulez à tout prix avoir une explication descriptive. Je dis il y a une explication descriptives, mais ils sont minoritaires. Et de façon générale, les noms de lieux, les toponymes sont liés à une personne, sont liés ou à un dieu ou à une personne, c'est-à-dire le propriétaire, ou éventuellement à une population, à une tribu. Mais le fait que, je vous dis encore, les rochers, c'est des rochers, l'eau, c'est l'eau, les rivières, c'est les rivières, et les plaines, c'est les plaines, ça ne tient pas debout. Hein. C'est comme le théonyme, le Médiolanum, le toponyme Médiolanum. On a voulu croire que Médiolanum, c'était au milieu de la plaine. Hein, Médio, au milieu, ça tout le monde comprend. Lanum, comme le latin planum, hein, alors que l'anneau en celtique médiéval, parce que les gens ne connaissent pas ni l'irlandais ni le gallois, hein, lan en irlandais, ça veut dire plein, et lawn, même chose en gallois, ça vient donc d'un indo-européen P-L, laryngale 1, N-O, et non pas laryngale 2 qui donne le plat de planus. Et de toute façon, si on veut absolument observer le terrain, on a des médiolanas en France qui sont sur des collines, sur des hauteurs. Et donc, ils ne sont pas dans une plaine. Et Médiolanum n'est pas un toponyme descriptif. Médiolanum est probablement un toponyme institutionnel qui veut dire une fondation, un point central, un point de fondation, de plénitude, mais ce n'est pas du tout au milieu de la plaine. On n'est pas dans le descriptif. Si je peux commenter, alors je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je ne veux pas montrer que tout est descriptif. Oh là là, non. Je veux montrer que parfois, mais si vous voulez, on est sorti. Ça peut être parfois descriptif. Alors pour Médiolanum, entièrement d'accord. Oui, rarement si vous voulez, mais il y a des cas quand même où ça peut l'être. Les Médiolanum. On est sorti
de ce porridge toponymique qui date de l'Oignon, où on expliquait Certainement. tout. Certainement. Mais je voudrais pas non plus retomber dans Darbois de Jubinville qui expliquait tout par des noms propres. Alors, ceci dit, les Oui, Médiolanones… il a fait un travail sérieux, Darbois de Jubinville. C'est vrai. Il a fait un travail très sérieux. Alors, non, mais c'est les noms en Hakoum. De toute façon, les noms en Hakoum, que vous le vouliez ou non, c'est des noms de propriété. Hein. Hakoum, ça, c'est sa thèse. Je l'ai derrière. Je vais citer ici un bon auteur. Voilà ce qu'il disait. Il parlait des excès de la doctrine de Darbois de Jubinville et de ses épigones, qui veulent réduire toute la toponymie française à des domaines en Hakoum, fait sur le nom du propriétaire gallo-romain. Oui. Signé Xavier de la Mare. Oui. Mais je suis d'accord avec ça, parce que c'est toujours la même chose. Et alors, pour les Médiolanones, je voudrais ajouter simplement que j'ai analysé dans mon livre sur les frontières des peuples gaulois, il y a deux volumes. Donc, dans le deuxième volume, j'ai analysé les Médiolanones, j'en ai analysé 90 et je montre que ces Médiolanones, eh bien, ce sont des toponymes de frontières. Ils sont, les 9/10, je prouve qu'ils sont sur des frontières et qu'ils Milan, alors. Vous avez raison, rien à voir. Le plus grand, Milan, il est sur une frontière? Oui, il était absolument. On l'a traduit d'ailleurs par milieu de la plaine. Et là, ça montre bien ce que vous disiez, qui est absurde. Effectivement. Alors, il était à la jointure de plusieurs pagis et on assemblait dans ce lieu les enseignes de guerre des différentes tribus. Et quand on a fait la guerre donc aux Celtes, eh bien, on est allé prendre dans ce lieu central à Milan, ce lieu qui était jointif par rapport aux autres territoires, eh bien, on est allé à la frontière commune pour prendre les insignes afin de partir à la guerre. Ouais, enfin, en tout cas, ce n'est pas un milieu de la plaine. Ah, certainement, vous avez raison, totalement. Ce qui prouve que c'est vraiment… Il a raison. Je pense qu'on va peut-être arrêter cette discussion qui est intéressante, mais je crois qu'on voit déjà les positions et qu'on peut réfléchir. Et je pense que c'est très utile que cette bon, pas polémique, mais c'est un peu cette focalisation soit venue. Mais voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, je voudrais voir si quelqu'un a envie de dire un mot, peut-être, pour finir. Xavier de la Mare. Est-ce que je veux dire un mot? Oui. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas désespérer. Dans ce domaine comme dans d'autres, on va encore faire des découvertes. Vous savez, on a fait des découvertes énormes depuis 50 ans. Moi, je les ai vues parce que je ne suis pas si jeune que ça. Mais les premières découvertes, c'est la tablette de Chamalières, le plomb du Larzac. Il y a eu en Espagne, il y a eu Botorita. Il y a eu toute une série. Alors qu'avant, on n'avait rien. Avant, on avait le manuel de Dotin. Et si vous lisez le manuel de Dotin, vous vous rendez compte à quel point on n'avait rien. Alors que maintenant, on a quand même beaucoup de choses. Hein, la tablette de Chartres, de Desfictions, l'annonce de mariage de Châteaublot, c'est quand même pas mal tout ça. On a fait des progrès assez importants et il ne faut pas désespérer. Peut-être qu'on en découvrira d'autres. Moi, de temps en temps, je me mets à rêver. Alors, avec Lambert, on s'était dit, on va les… Mais ça, c'était des vœux pieux. On va essayer de trouver pendant les vacances, d'aller fouiller les dépôts des musées. Parce que vous savez, dans les musées, il y a plein de trucs. Il y a en particulier des assiettes gravées, dans certains cas, alors beaucoup en bas latin, en mauvais latin, mais pourquoi pas en gaulois, et qui ont été mis là pour… je ne sais pas si vous êtes allé au musée archéologique de Lyon. J'y suis allé il y a quelques années, j'étais stupéfié. C'est un musée magnifique, hein,
ce musée qui est sur la hauteur, là. Et alors, il y a des salles de dépôt, mais c'est des trucs qui n'ont pas été exploités. Et là-dedans, il y a des textes gaulois, c'est sûr. Mais donc, on trouvera des choses et on ne fera plus de la spéculation, parce que là, c'est ce qu'on est obligé de faire, de spéculer sur… il faut pas rêver, hein, on trouvera pas… moi, je rêve de temps en temps qu'on trouverait les lettres traduites en gaulois par les Galates, que saint Paul envoyait aux Galates, les lettres aux Galates, hein, les épîtres aux Galates, et qu'ils se sont mis à traduire en gaulois, parce qu'ils parlaient gaulois, c'est pas en Galate. Un jour, dans les archives du Vatican, bien enterré quelque part, et qu'on le ressortira. Mais vous savez, il y a des tas de langues qu'on a découvertes comme ça, hein, récemment. Le gothique, le vieil arménien, le vieux prussien, tout ça, c'est des trucs, c'est des traductions chrétiennes qu'on a exhumées finalement. Donc, il ne faut pas désespérer. Il y a encore des choses à trouver, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais dire le mot de la fin, puisqu'il faut une fin. Eh bien, meilleurs vœux à tous et puis bonne continuation. Et j'espère qu'on se retrouvera en forme pour continuer ces discussions passionnantes. Et bonne fête de fin d'année. Oui, joyeux Noël. Bonne fête. Voilà. Bonne fête à tous. Merci beaucoup.